Le 21 novembre 2017, Emmanuel Attias crée l'événement avec sa page Facebook PCJ, Patrimoine, Culture, Judaïsme. Emmanuel Attias est historien et linguiste. Il a parcouru ces dernières années des milliers de kilomètres à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour retrouver les dernières communautés juives et photographier leur patrimoine. Il y a quelques jours, les juifs du monde entier, mais également la fachosphère, se sont agités à l'annonce des prix Nobel QV 2020. Comme chaque année, parmi les lauréats, une proportion hors norme de juifs et affiliés. En médecine, Harvey Alter, en littérature, la poétesse Louise Gluck, et en économie, Paul Milgrom, ont tous trois grandi dans un environnement juif. Quant au lauréat de physique, Andrea Ghez, elle est d'ascendance juive patrilinéaire, de même que Roger Penrose, qui pour sa part se défend d'être juif et proclame ouvertement son athéisme. Il semblerait pourtant que la surreprésentation des juifs parmi les récipiendaires du célèbre prix ne soit pas étrangère à leur héritage. Côté complotiste, on attribue volontiers cette proportion hors norme à un odieux parti pris. C'est là la thèse de deux universitaires, à l'origine en 2011 d'un comité scientifique destiné à agir au nom de la révision de la fondation du Nobel. Le titre de l'organisme devrait à lui seul déjà inquiéter. Et pour cause. Ses fondateurs, le professeur honoraire de l'Institut Karolinska de Stockholm, Jan Biro, et le professeur de psychologie de l'Université d'État de Californie, Kevin MacDonald, ont dénoncé il y a 10 ans un parti pris juif de la commission en charge de l'attribution des Nobel. Selon eux, elle résulterait notamment de l'Holocauste, et d'indiquer pour preuve le doublement des attributions du fameux prix à des juifs après 1945. Intéressant. Mais alors que dire des prix nombreux glanés au début du XXe siècle, dans un contexte d'antisémitisme latent, marqué par l'affaire Dreyfus en France, les pogroms dans l'Empire tsariste et la suspicion des autorités prussiennes à l'égard de leurs ressortissants israélites. En effet, les prix attribués à des juifs avant 1945 ne manquèrent pas. Le physicien français Gabriel Lippmann en 1908 pour ses travaux sur la photographie couleur, ou son homologue allemand Albert Einstein en 1921 pour ses découvertes en physique théorique. Que dire également de l'apport à la philosophie, jamais démenti du professeur au Collège de France Henri-Louis Bergson, ou encore des promoteurs hollandais et autrichiens pour la paix Tobias Karel Asser et Alfred Hermann Fried, diplômés en 1911. À l'opposé de ces deux universitaires farfelus, l'on trouve d'autres écrits, pas moins sérieux, enfin du moins présentés comme tels. Parmi eux, un article de 2007 intitulé « Le génie juif » paru dans la revue Commentary. Écrit par un chercheur de l'American Enterprise Institute, du nom de Charles Murray, le texte nous apprend qu'il existerait un gène juif, se caractérisant par un QI largement supérieur à celui de la moyenne. Si le terme de gène juif est d'un point de vue scientifique complètement aberrant, il est néanmoins notable qu'une éducation particulière, sur des milliers d'années, a probablement encouragé un goût prononcé pour les études chez les juifs, et peut-être des aptitudes supérieures en termes de mémorisation et de travail. C'est du moins la théorie développée par l'Israélien Robert Aumann, lauréat du prix Nobel d'économie en 2005. Et d'ajouter que les foyers juifs, remplis de livres et de bibliothèques, accordent en effet une grande importance aux activités intellectuelles depuis des générations. Les conclusions de ces deux études sont pourtant réductrices et ne sauraient pleinement satisfaire un esprit cartésien. À en croire le psychologue de Princeton, Carl Brigham, qui a testé en 1930 l'intelligence de différents groupes de migrants aux États-Unis, les Juifs avaient avant-guerre, je cite, une intelligence moyenne inférieure à celle relevée dans tous les autres pays en dehors de la Pologne et de l'Italie. Fin de citation. De ce constat, certains esprits malicieux se sont aventurés à affirmer que le génie juif résulterait finalement d'une sélection naturelle, notamment opérée au cours du dernier conflit mondial. Les esprits brillants auraient alors trouvé des stratagèmes pour survivre dans les ghettos et l'enfer concentrationnaire, grâce à un esprit déterminé et malin. La théorie ne manque pas de charme, mais moins d'un siècle après les événements, aucune étude scientifique ne peut déclarer pouvoir expliquer la réussite juive au XXe siècle à la seule lumière de la survie des meilleurs ou par des traditions culturelles anciennes. Pour le président de la Société israélienne d'histoire et de philosophie des sciences, Noah Jonathan Efron,
La véritable explication de cette prodigieuse réussite réside en fait ailleurs. Dans un ouvrage publié en 2014 intitulé « Les Juifs et la science au XXe siècle », ce professeur de l'université Bar-Ilan suggère que les migrants juifs arrivés aux États-Unis, ou s'étant installés dans les grandes métropoles de l'Empire tsariste, de même que ceux ayant choisi de prendre part au projet sioniste, se sont en fait, en majorité, tournés vers les sciences à leur arrivée dans leur foyer d'adoption. Et ce pour plusieurs raisons. D'abord, pour tourner le dos à l'ancien monde, qui les avait tenus à l'écart du pouvoir et du savoir séculier, et donc de la société et de ses richesses matérielles. Ensuite, parce que les sciences sont basées sur des valeurs chères au peuple juif. L'universalité, la partialité, la méritocratie. Et de conclure que l'excellence juive ne résulte pas en conséquence tant de l'intelligence ou de la force de travail des juifs, mais de leur souhait indéfectible d'enfin obtenir l'égalité de droit et la reconnaissance de ceux qui les ont jadis opprimés. Mais là où je rejoins le plus cet auteur, c'est dans les doutes qu'il émet quant à la pérennité de cette réussite spectaculaire. Il en veut pour preuve une baisse sensible du nombre de titulaires américains d'un doctorat en sciences au cours de la dernière génération, un regain d'attrait des juifs séculiers pour la religion, et des dépenses moindres en Israël investies dans les études supérieures. Évidemment, le struggle for life est aujourd'hui moindre que par le passé, et la mobilité juive est de ce fait plus restreinte. L'ouverture au monde se faisant plus faible, le risque est alors de voir des générations à venir moins curieuses, moins compétitives et plus enclines à la stabilité, au sein de sociétés de façon générale plus accueillantes que par le passé. Pour retrouver le podcast de cette chronique, ainsi que les références des différents articles qui s'y trouvent cités, je vous encourage à consulter ma chaîne YouTube Emmanuel Athias. N'hésitez pas à m'y laisser vos commentaires et questions. Nous nous retrouverons si tout va bien la semaine prochaine pour un nouveau thème. D'ici là, Shabbat Shalom et bonne semaine à tous. Le 21 novembre 2017, Emmanuel Athias crée l'événement avec sa page Facebook PCJ, Patrimoine, Culture, Judaïsme. Emmanuel Athias est historien et linguiste. Il a parcouru ces dernières années des milliers de kilomètres à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour retrouver les dernières communautés juives et photographier leur patrimoine.